Bonjour et bienvenue sur GPTV pour cette nouvelle vidéo. Nous allons parler aujourd'hui de jeux de rôle, et pas n'importe quel jeu de rôle puisqu'il s'agit de The Witcher. Alors qu'est-ce que The Witcher? The Witcher, c'est l'adaptation en jeu de rôle d'une célèbre saga littéraire d'Andrzej Sapkowski qui s'appelle Le Sorceleur. Saga littéraire elle-même adaptée en jeu vidéo non moins célèbre, qui a eu un grand succès à travers le monde et qui a même relancé la saga des romans comme vous trouvez aujourd'hui aux éditions Bragelonne. Alors cette saga a de nombreux fans à travers le monde et parmi ceux-là il y a Cody Pondsmith qui n'est ni plus ni moins que le fils de Michael Pondsmith des éditions Talsorian Games. Donc on n'est jamais mieux servi que par soi-même, donc Cody Pondsmith décide d'en faire un jeu de rôle. Ce jeu de rôle, quand on va découvrir le jeu de base, à travers un feuilletage express. Alors, le jeu de rôle en version anglaise nous est arrivé à l'époque, pas avec une très grande réputation, non pas par le contenu en qualitatif, mais surtout par, certains disaient, un système de règles trop lourd. Donc on va voir un petit peu ce qu'il en est à travers un feuilletage express et vous allez pouvoir juger par vous-même si ce jeu vous convient ou pas. A tout de suite pour un feuilletage express de The Witcher, le livre de base. On se retrouve donc devant The Witcher, le livre de base de Pondsmith et Pondsmith, c'est pas évident à dire, oui parce que c'est une œuvre familiale, puisqu'en plus de Mike et de Cody, il y a aussi Liza qui a participé à l'élaboration de ce livre. Alors vous voyez que ceux qui connaissent le jeu vidéo voient que tous les visuels sont inspirés, enfin tirés du jeu vidéo. Voilà, la table des matières, l'équipe. La version française a été localisée par Arkane Asylum Publishing, voilà. Donc avec un nombre de traducteurs qui est habituel, qu'on retrouve habituellement chez Arkane, comme Julie Plagès par exemple. Alors, le monde de Witcher. Alors, il y a une présentation assez générique du monde. On est vraiment dans une présentation vraiment très générale. Hein. Donc, vous pouvez un peu plus loin dans le livre, vous allez voir qu'il y a d'autres indications qui se greffent et d'autres informations. Là, vous avez vraiment le monde de Witcher, comment il est composé, les origines du monde. Alors là, il y aura deux guides. Le premier guide, c'est Rodolphe Casmer. C'est un arbalétrier et qui est en fait Cody Pondsmith qui va s'occuper de tout ce qui est règles de combat, etc. Et de l'autre côté, vous avez Brandon Doxenfort, qui est un magicien et qui est ni plus ni moins que Liza Pondsmith. Voilà. Donc là, vous avez la guerre des races, l'origine du monde. Vous voyez que ça se résume en peu de choses. Et les guerres nilfgaardiennes, vous avez donc un petit historique avec l'empire de Nilfgaard qui est ici. Voilà, les cartes. Les dernières nouvelles de Rodolphe Kramer. Là, c'est pour vous positionner par rapport aux jeux vidéo. Alors, en sachant que vous pouvez vraiment adapter à votre sauce, parce que bon, le livre vous laisse quand même, à travers la lecture, vous pouvez, si vous prenez le choix de vous lancer dans The Witcher, vous allez voir que vous avez plusieurs possibilités narratives, mais en fait le jeu se positionne essentiellement entre le volet 2 et le volet 3 du jeu vidéo. Voilà. Donc un univers qui est complètement ravagé par la guerre, où le sorceleur, les écoles de sorceleurs ne sont plus là, mais qu'il y a encore des sorceleurs qui errent à travers le monde. Voilà. Donc là, c'est pour vous résumer très rapidement ce qu'il en est. Alors, vous avez évidemment les personnages, quelques personnages principaux, Geralt de Rive. Alors, vous avez déjà bon, on ne comprend pas grand-chose parce qu'on n'a pas lu le suite, mais vous avez quand même les caractéristiques, les compétences, des compétences spéciales qui sont liées au métier, donc ici c'est un sorceleur, la magie, parce que c'est un sorceleur, il a de la magie, et l'équipement. Voilà, vous avez en gros la présentation générale pour vous faire une petite idée de comment va se présenter une feuille de perso. Donc là, vous avez le héros des romans et du jeu vidéo, Geralt de Rive, vous avez Yennefer de Wenderberg, sa douce et puis une magicienne en fait, Jaskier le fameux barde, Zoltan Chivet le compagnon de route, Triss Merigold, une autre magicienne, Vernon Roche, Yorvets. Il parle aussi de Leto de Goleta, qui est aussi un sorceleur, mais de l'école de la vipère, qui n'a rien à voir avec l'école du loup de Geralt. Voilà. Donc là, vous avez quelques présentations de personnages, et là, on entame de suite la création de personnages. Et là, vraiment, bon, moi j'ai trouvé ça amusant, mais franchement, la plupart des gens,
Je suis sûr que si je fais tirer des personnages à 20 personnes, 15 vont vouloir tirer un sorceleur. Mais ici, on vous commence à représenter les races jouables. Donc vous avez, qui à travers le statut social, etc., vous allez pouvoir les rapports entre les différentes races. Donc là, vous avez les humains, les elfes, les nains, les sorceleurs et les mages. Alors les sorceleurs, généralement, sont des humains, mais comme ce sont des mutants, ils sont traités à part, parce qu'ils ont des pouvoirs spéciaux, et en plus, ils sont pas forcément tolérés partout, et d'ailleurs c'est ce qu'ils font en fonction du territoire. Vous voyez que dans le territoire du Nord, l'humain c'est neutre, les elfes sont haïs, les nains sont tolérés, les sorceleurs sont craints et haïs, et les mages sont craints et haïs. Voilà, par exemple. Hein. Vous avez dans les îles de Skellige, les humains c'est neutre, les elfes c'est neutre, les nains c'est neutre, les sorceleurs c'est toléré, les mages c'est toléré. Voilà les différences en fonction du lieu où vous allez faire jouer vos aventures, pour prévenir vos joueurs. Les sorceleurs, donc les systèmes de mutation, etc., on vous présente rapidement en quoi consiste le sorceleur, les différences par rapport à un être humain basique, comme les sens accrus, la mutation durable, une sensibilité émoussée, c'est-à-dire ils sont pas très empathiques et pas très... Non, pas du tout les sorceleurs. Et les réflexes hors du commun. Là, vous avez la présentation des elfes, la présentation des nains. Alors, on est vraiment... Si c'est de la dark fantasy, on reste quand même dans les stéréotypes basiques de la fantasy. Les elfes sont doués en art, ils tirent bien à l'arc. Les nains sont un peu plus bourrins. Ouais, les humains sont polyvalents, etc. Là, vous avez un système de parcours. Le parcours, c'est vous allez tirer le background de votre personnage. Alors, c'est vachement bien fait, mais là encore, ça ne concerne pas les sorceleurs. Les sorceleurs, c'est plus loin. D'ailleurs, j'ai pas trop bien compris pourquoi il l'avait pas laissé à la suite, mais bon, c'est beaucoup plus loin. Donc là, vous avez le parcours des différentes... un système de lancer de dés, pair, impair et non humain. Et après, vous avez un système d'arborescence où vous pouvez... avoir votre origine, etc. en fonction de... Et là même le destin familial, vous lancez un des 10, vous pouvez choisir en fonction de où vous êtes, vous avez un destin familial, vous avez un destin parental, donc vous construisez le background de votre personnage de manière assez précise, la situation familiale, la mi-influence. Si vous êtes amateur de détails pour la création de personnages, c'est pas mal du tout, et ça vous fait des contraintes qui vous obligent aussi un petit peu à imaginer vraiment le passé de votre personnage. Frères et sœurs recours, événements passés, là vous pouvez tirer les événements passés, chances de vous voyez qu'il y en a, les alliés, ennemis, tout ça c'est des tables aléatoires, ennemis, liaisons amoureuses, et le style personnel. Évidemment, les joueurs, certains tables, préféreront définir, sans tirer les dés, leur propre personnalité. Hein. Vraiment, c'est pas une option. Ils disent pas que c'est une option, mais évidemment, vous pouvez très bien faire comme ça. Ensuite, vous avez la profession. Et la profession, ça va définir des compétences, vous allez voir. Alors, l'artisan, le voilà. Alors, vous avez plusieurs métiers. Oui, évidemment, on va encore revenir au sorceleur. Hein. Quand vous voulez jouer dans l'univers de The Witcher, souvent vous voulez jouer un sorceleur, mais sachez que vous pouvez jouer un artisan, vous pouvez jouer un barde, et là vous avez la compétence exclusive, c'est la compétence que ce personnage, ce métier possède, et non pas les autres. Et ensuite vous avez des compétences spéciales, en fait c'est pas des compétences exclusives, mais c'est des compétences où vous allez être obligé de mettre des points. Là, vous avez des équipements spéciaux. Alors, tout magique, bon, il n'y en a pas. La vigueur, c'est un système qui va vous permettre de déterminer au niveau de lancer de sorts. Donc, pour lancer les sorts, ça va travailler sur votre endurance, etc. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais évidemment, l'artisan n'a pas de magie, donc il a une vigueur de 0, tout comme le barde. Hein. Le criminel, le docteur, ça fait 4. Vous avez l'homme d'armes, ça fait 5. Vous avez le mage, évidemment, là, vous voyez que la vigueur est de 5, par exemple, normal, puisque... la vigueur est nécessaire pour la magie. Le marchand, le prêtre, il a aussi un petit peu plus de vigueur parce que bon, on peut faire appel à des sorts divins, etc. Voilà, le prêtre. Le sorceleur ici a la vigueur parce que évidemment il a des sorts spéciaux. Si vous connaissez le jeu vidéo ou les romans, bon, vous le savez très bien, Axie, tout ça, c'est des sorts qui sont vraiment spécifiques aux sorceleurs et qui sont des sorts en général. On pourrait dire que c'est de la magie utile lors des combats, etc. Hein. C'est surtout de la petite magie, hein, en fait. Les tables physiques, alors là, vous avez l'endurance, par exemple. La table physique qui va déterminer l'endurance, la résolution, tout ce genre de choses se font par un système de tables. Et là, on va commencer à rentrer dans les tables. Alors, vous aviez des tables aléatoires, mais là, vous allez voir qu'il y a pas mal de tables.
Alors à la base, c'est assez simple, c'est assez structuré, c'est pas trop compliqué. Il y a peu d'exemples, il y a un exemple de combat un peu plus loin, mais il y a peu d'exemples. Il y a beaucoup d'encarts écrits en petit qu'il est indispensable de lire, ce n'est pas du tout optionnel. Voilà. Donc là, vous avez les compétences, les compétences sont ici. Alors, vous avez 40 points, quand vous tirez un personnage, vous avez 40 points. Vous êtes obligé de mettre 1 dans les compétences spéciales et dans la compétence exclusive. Et après, si vous voulez, vous avez gardé des points, vous pouvez mettre des points où vous voulez, un petit peu dans toutes ces compétences qui sont ici, des compétences générales que vous pouvez pas en rajouter sur celles que vous avez fait. Voilà. Parce que bon, le maximum, en sachant que le maximum est de 10 hein, quand même. Hein. Description des compétences, alors on décrit toutes les compétences, l'intelligence, voilà. Le système habituel, hein, vous avez les techniques, alors dans les techniques vous avez l'alchimie, l'artisanat, les contrefaçons, déguisement, la fabrication de pièges, les premiers soins. Comment ça marche? Un test de compétences c'est assez simple. À la base, vous avez une compétence, une caractéristique liée à la compétence, une caractéristique mère, vous ajoutez les deux valeurs, qui sont toutes les deux comprises entre 1 et 10, et vous lancez un D10. Ce D10 est explosif, c'est-à-dire sous votre 10, vous relancez le dé, etc., etc. Si vous faites 1, c'est également explosif, vous relancez le dé, si vous faites encore 10, etc., etc. Donc ça va vous amener dans un sens à faire des catastrophes si vous descendez, mais ça va vous amener aussi des critiques. Le système de critique est un système de différence par rapport, le coup critique, on va le voir plus loin, est un système de différence par rapport au score que vous faites et la défense de l'adversaire. C'est le seuil de différence. Voilà. Si vous êtes face à un obstacle et non pas un individu, le meneur de jeu va vous donner une difficulté qui est ici. Par exemple, si c'est moyen, ça sera 14. Donc vous avez votre compétence plus votre caractéristique plus un des 10, vous devez faire plus de 14. Égal, ça ne fonctionne pas. Voilà. Progression, le système de progression, vous gagnez des points de progression, des PP que vous pouvez dépenser après pour augmenter vos compétences. Et il y a une petite particularité dans ce jeu, c'est que vous avez des arbres de compétences en fonction de votre métier. Donc là, vous avez à 1, à 2. Voilà. C'est pas très compliqué quand on va voir la page qu'on va tourner, puisque là, je tourne la page, par exemple. L'arbre de compétences pour l'artisan, vous avez ces 3 branches, A, B, C, et vous grimpez. Si vous voulez passer de A2 à B1, vous ne pouvez pas, à B2 par exemple, vous ne pouvez pas y aller directement, vous êtes obligé de passer par B1. Voilà. C'est aussi simple que ça. Quand vous avez 5 points dans une compétence, vous pouvez décider de passer à la compétence suivante en sachant que vous pouvez passer par exemple ici, vous êtes catalogue étendu, vous passez maître artisan, vous passez compagnon. Si vous avez 5 points de compétence, vous pouvez démarrer compagnon par contre à niveau 0. Et là, vous avez les différentes arbres de compétences pour les différentes professions, criminel, docteur, voilà, homme d'armes, machin. Donc ça donne quand même un espèce de choix et de panel de possibilités en grimpant, donc qui se rapproche un petit peu justement de... C'est ce qu'ils veulent faire, vous allez voir qu'à travers les règles aussi, ce qu'ils veulent ressembler un petit peu, rapprocher un petit peu ce jeu de rôle du jeu vidéo. Et c'est plutôt bien pensé, mais ça a le défaut de ne pas être aussi automatisé, aussi instinctif que dans un jeu vidéo, et c'est ce que peut-être le petit défaut de ce jeu. Voilà. Armes de compétences de sorceleur, l'équipement, vous avez 2 équipements, etc. Bon, les armes, tout ça, bon, on est vraiment dans les systèmes de dégâts. Les dégâts font un système de dés, donc vous avez une épée 4d10, 4d10 par exemple, vous lancez les dés, en sachant qu'en fonction de la localisation, comme on va voir plus loin, vous allez diminuer vos dégâts. Voilà, les descriptions des armes, les épées, bon là, c'est... Alors vous voyez qu'il y a quand même pas mal d'illustrations, c'est accessible hein, au niveau de la lecture, c'est pas illisible, c'est écrit assez petit mais ça va. Moi, franchement, je trouve que c'est plutôt agréable à lire. Hein. La description des armures, c'est un ouvrage très technique, description de l'équipement et des races anciennes. Les races anciennes, par exemple, vous avez le bâton de marche elfe, etc., ces armes particulières. Les articles alchimistes, parce qu'il y a beaucoup d'alchimie dans The Witcher, et évidemment, il y a de l'alchimie dans le jeu de rôle aussi. Les améliorations d'armure, donc on peut différents moyens d'améliorer les armures. Vous pouvez faire plein de choses hein, quand même, hein. C'est très détaillé, et les trousses à outils, l'équipement général, tout ça se fait par des jets de compétences en fonction de votre profession, sûrement notamment l'artisan qui va pouvoir améliorer les armures, qui pourra en fabriquer même. Hein. La description des équipements.
La magie dans le monde du sorceleur. Alors la magie fonctionne de manière assez simple, fonctionne de la même manière en fait que les jets de compétences, hein, c'est exactement. Et là vous avez les sorts de magicien. Alors il y en a pas, on n'est pas dans des dés, il n'y en a pas 1 million, hein, c'est assez, voilà, vous avez les sorts de novice qui sont ici. Alors vous avez, voilà, c'est là que vous voyez le coût en endurance. Et donc quand vous dépensez de ça, ça vous fait diminuer. Si vous avez plus de, vous avez votre seuil de vigueur, vous pouvez plus lancer de sorts. En gros c'est ça. J'ai résumé rapidement, mais c'est ça. Les sorts de compagnon, alors il faut évidemment, comme vous avez compris, c'est comme l'artisan, il faut grimper dans l'arbre, dans l'arborescence. Vous démarrez novice, après vous passez compagnon, et après vous passez maître. Voilà, c'est les trois étapes, voilà, qui vous donnent accès à d'autres sorts. Les prêtres, ça fonctionne de la même manière, c'est des invocations. Voilà. Les invocations il y a druide aussi, maître druide, novice pêcheur. Alors vous voyez que vous pouvez quand même, tout ça c'est la prêtrise, hein. Donc vous pouvez quand même créer des lanceurs de sorts assez variés. Les sorceleurs, et vous avez les signes de sorceleurs, comme je dirais, c'est de la petite magie. Vous avez les signes de base, Irden, bon, alors les amateurs de jeux vidéo connaissent très très bien, c'est des sorts qui sont vraiment efficaces, vous voyez d'ailleurs ils ont fait un dessin qui est représentatif, qui sont efficaces, c'est soit des sorts de protection contre des agressions, soit des sorts qui vont déstabiliser l'adversaire, ou carrément l'hypnotiser, enfin bref, c'est des sorts qui sont vraiment des sorts très pragmatiques. Les rituels, il y a aussi les rituels. Alors les mages peuvent faire des rituels, c'est accessible à différentes professions. Voilà, rituel de compagnon, rituel de maître. Les envoûtements, il y a de l'envoûtement dans The Witcher, évidemment. Voilà. C'est le système des malédictions. Les sites d'énergie, il y a des sites d'énergie qui sont un petit peu partout dans le jeu vidéo, donc ici on va pouvoir les retranscrire, voilà, ce sont des anciennes ruines qui ont été abandonnées et qui sont encore habitées par toute une magie elfique, etc. L'apprentissage de la magie, comment ça fonctionne, avec les PP nécessaires pour s'améliorer. Artisan et alchimiste, le système de l'artisanat, là vous avez toute l'explication comment on peut créer un objet, comme je vous disais, ou le fabriquer, ou le réparer. Et là, vous avez les traitements alchimistes. Alors là, vous voyez qu'on se rapproche pas mal du jeu vidéo, hein. Les schémas d'artisanat. Voilà, vous avez tous les schémas d'artisanat que l'on retrouve, qui sont ceux du jeu vidéo, en fait, hein. Voilà, schéma d'armure. Les ingrédients nécessaires, les composants, pas les ingrédients, les composants, l'investissement, le coût, voilà. Les schémas d'armure, vous avez différentes améliorations possibles. Le système d'alchimie, c'est la même chose. Voilà, les substances nécessaires, voilà, que vous pouvez retrouver en fouillant ou en achetant, sont toutes là, le vitriol, le rubis, l'éther, kébris, hydragénum, vermillon, sol, calum, fulgure, et vous pouvez créer vos produits alchimie en fonction si vous possédez la formule et que vous avez le talent pour le faire. Les différentes formules, ici, nécessaires, les composants sont là. Vous voyez que ça fonctionne de cette manière. Le combat, comme je disais, c'est à la fois simple et un peu usine à gaz quand même. Je dois bien le dire, c'est-à-dire que quand vous attaquez quelqu'un, vous prenez en fonction de ce que vous faites, vous allez voir, on va prendre un exemple, je vais vous le lire pour que vous compreniez bien comment ça fonctionne. Vous lancez votre dé, vous ajoutez votre compétence dans l'arme et la caractéristique qui est liée. Le défenseur choisit s'il va parer, esquiver ou se retirer, il va faire un jet. En fonction de la différence, si vous gagnez de différence de base, vous faites les dégâts normaux de l'arme, et s'il y a des différences énormes, vous pouvez faire des critiques. Quand on fait un critique, on relance les dés, on double les dégâts, par exemple, si c'est un critique mortel, on double les dégâts, et on applique les dégâts. Mais en fonction, comme vous allez pouvoir le voir, en fonction de l'endroit où vous tapez, vous allez diminuer les dégâts. Voilà, vous allez diminuer les dégâts en fonction des endroits, parce que vous avez par exemple des modificateurs, voilà, qui diminue les dégâts par 2 si vous touchez les jambes, etc. Voilà. Donc vous voyez qu'ici c'est dégâts x 1,5, c'est les endroits. Voilà, chez l'humain, vous avez ici. Et là, vous avez une tonne de modificateurs aussi. Alors vous voyez que le système se veut très très, j'allais dire réaliste. On est quand même dans de la Dark Fantasy, hein. Le réalisme,
c'est pas vraiment le mot, mais il veut un système très détaillé, mais en même temps, quand on joue à Witcher, c'est très instantané quand vous jouez aux jeux vidéo. Et ici, il y a beaucoup de calculs pour arriver à trouver, arriver aux dégâts définitif. Voilà. Localisation des coups, comme je vous disais, en fonction des localisations, vous avez des malus si vous voulez viser, parce que vous pouvez viser aussi, donc vous avez des malus si vous voulez viser. Si vous ne voulez pas viser, vous lancez le dé pour vous taper, tout simplement, et en fonction de où vous tapez, vous avez des modificateurs de localisation. Si taper la tête, c'est x3 par exemple. Voilà. Donc là, vous avez évidemment plein de petits détails sur le seuil de blessure. En fonction de la santé maximum, vous avez des seuils de blessure. Quand vous atteignez le seuil de blessure, vous perdez la moitié de vos réflexes, votre activité, intelligence et volonté. Alors, c'est un jeu qui est très létal, ça frappe très fort. Voilà. Critique simple. Alors, vous avez le système de critique. C'est comme bon, vous voyez qu'il y a encore une tonne de tables. Niveau de critique, si vous dépassez la défense de l'adversaire de 7, c'est simple, vous dégâts supplémentaires 3. Si vous dépassez de 10, c'est complexe 5. De 13, difficile 8. Et ça, c'est des dégâts supplémentaires déjà, hein, et 15 mortels. Et en fonction de l'endroit de votre jet, vous lancez un dé et vous voyez l'effet, ici simple, ici complexe, ici difficile, et mortel. Par exemple, si vous lancez le dé 20 et que vous faites 11, le coup choque ou perce l'un de vos globes oculaires, subissez un malus de -5 au jet de vigilance basé sur la vue et de -4 en dex, vous commencez à saigner, parce qu'il y a les saignements, les hémorragies, tout est géré. Hein. Voilà. Les effets en fonction si vous êtes aveuglé, etc. Le combat en profondeur, alors vous avez les armes de mêlée, les bagarres et luttes, là c'est les attaques spéciales en fait, hein, toutes les possibilités, vous pouvez attaquer avec votre bouclier, vous pouvez faire plein de trucs différents, tout est possible, tout est géré. Résolution de la magie, c'est un petit peu le même système avec le seuil de vigueur et d'endurance comme je vous le disais, voilà. Le coup en Inde entame votre vigueur et quand votre vigueur est trop basse, et ben, vous êtes étourdi, bon bref, il va falloir récupérer des points d'endurance. Monture et moyens de transport, perte de contrôle des montures, vous avez même ça. Hein. Et un exemple de combat. Alors je vais juste vous lire un petit chapitre. Voilà. Alors, pour commencer, tout le monde fait un jet d'initiative, ref plus un des 10, réflexe, F1. Pour accélérer les choses, les 4 ghouls n'ont qu'une seule initiative, l'ordre de jeu obtenu, donc Vren va jouer en premier, Hanson en seconde, Johan en troisième, quatrième c'est les ghouls, et cinquième c'est Storm. Jusque-là, rien de révolutionnaire. Alors Vren joue la première, dégaisant son arc long et tirant sur la ghoul A, elle fait son jet d'attaque, le jet d'attaque c'est la dextérité pour l'arche, plus sa compétence archerie, plus un des 10, et obtient un total de 23. D'accord ? La ghoul fait un jet d'esquive qui est réflexe plus esquive évasion plus un des 10 et obtient 22. Voilà. Vren a touché. Comme elle n'a pas pris le temps de viser, elle lance un des 10 pour déterminer au hasard la localisation de l'attaque. Elle obtient un 9 et plante une flèche dans la jambe gauche de la ghoul. Elle tire les dégâts de son arc long, 4 des 6, et obtient un total de 20, qui est un excellent score. Les ghouls n'ont pas d'armure, mais elles sont résistantes à l'acier, parce que l'armure peut réduire évidemment les dégâts, ce qui divise les dégâts de base par 2. En plus de cela, c'est une attaque à la jambe, les dégâts sont à nouveau divisés par 2. La ghoul A subit donc 5 points de dégâts, ce qui fait passer ses points de santé de 25 à 20. Voilà, et là c'est une situation simple, hein. S'il n'y a pas de critique, il n'y a pas, voilà, donc il n'y a pas de critique mortelle, etc. Hein. Vous voyez que c'est assez détaillé, et certains pourront trouver ça que c'est un peu lourd. Des règles optionnelles, le combat verbal. Là, à partir de cette page 179, on entame le côté encyclopédique avec la géographie du monde. Et là, par contre, c'est vachement bien fait, c'est vachement intéressant, que vous ayez les livres ou pas, que vous ayez joué aux jeux vidéo ou pas, vous allez voir que vous allez apprendre plein de choses. Alors vous voyez que chaque province est assez définie comme une seule page, mais ça suffit largement. Il y a beaucoup de détails intéressants. On arrive bien à se plonger dans cet univers Dark Fantasy qui me fait penser un petit peu à celui de Warhammer, hein, moi. Mais en plus, disons, plus médiéval. Moi, Warhammer, je vois ça un petit peu fin de l'ère médiévale, début Renaissance, etc. Là, on est vraiment plongé dans l'âge médiéval, voire les âges sombres. Voilà. Les terres des races anciennes, le macadam, donc ben, bon, tous les trucs. L'empire de Nilfgaard est là. À chaque fois, vous avez une jolie petite carte, avec les provinces.
voyez qu'à chaque fois, vous avez une explication avec le blason. Bon, le blason, c'est un petit gadget, mais pourquoi pas. Au-delà des frontières, ce qu'il y a au-delà, on n'en sait pas trop. Donc vous avez ça. Le poids des alliances. Ici, vous avez il vous définit un petit peu comment ça fonctionne la politique de ces pays. Et là, vous avez le chapitre des sorceleurs. Donc, on vous explique ce que c'est les sorceleurs, on vous explique les différentes écoles, l'école du loup, l'école du chat, l'école du griffon, l'école de la vipère et l'école de l'ours. On vous explique tout ça. On vous explique les mages aussi, les différentes écoles de magie. Voilà. Les chasseurs de mages, l'influence des religions. Là, vous voyez vraiment, c'est le côté encyclopédique avec les différents dieux. Là, c'est le guide du maître de jeu. Alors, des guides, on est vraiment dans l'accroche, etc., des conseils aux meneurs de jeu. Voilà, les monstres ne sont pas les seuls méchants, comment gérer les rencontres et comment les équilibrer, nombre de monstres égale nombre de joueurs plus 2. Voilà. La difficulté des monstres, les récompenses, ne pas trop en donner, mais en donner suffisamment, les possessions aléatoires, voilà. Vous avez les reliques et les optimisateurs. Les optimisateurs, bon ça il faut lire un petit peu, bon, je ne vais pas vous expliquer maintenant en quoi consistent ces objets, ces artefacts, mais voilà. C'est très important dans le jeu. Voilà. Avec son cheval, avec les malédictions. Les malédictions sont des outils narratifs, voilà, mener une malédiction, le monde dans tous ses états, les religions cruciales, les décisions majeures. Voilà. Vous voyez que vous avez plein d'aides. Et là, on entame le chapitre des sorceleurs. Et c'est là que vous avez le parcours de sorceleur. Alors c'est la table en fait que vous utilisez pour créer un autre personnage, le background de personnage. C'est pour le sorceleur. Et vous voyez qu'elle est en page 238. Pour moi j'aurais mis plus tôt, mais bon, pourquoi pas. Voilà, donc vous avez un système de G2D. Vous pouvez même tirer, au lieu de choisir, vous pouvez même tirer votre école. C'est ici. En sachant que vous tirez l'école de la vipère, bref. La vie en tant que sorceleur, les bénéfices, les alliés, les chasses, vous lancez les dés, et vous arrivez à faire le background de votre sorceleur, qui évidemment n'est pas un humain comme les autres, donc il était évident, il n'a même pas de parents, donc il était évident qu'il fallait impérativement lui faire une table particulière. Voilà. Les fabrications d'équipements de sorceleurs, les familles des potions, avec les fameux mutagènes, voilà. Voilà, alors ils peuvent augmenter leur mutation, etc. Alors là, ils ont fait un système pour gérer les effets des mutations et des mutagènes sur le retranscrire du jeu vidéo au jeu de rôle. Voilà. L'expérimentation, les runes et reliques, technologie expérimentale, runes et glyphes, les reliques. Vous voyez que c'est un ouvrage très complet, avec plein d'exemples. Là, vous avez un exemple du personnage, les reliques d'armure, un bestiaire. Alors oui, The Witcher a ses montres quand même assez particuliers. Donc là, vous avez des petits icônes pour déterminer le type de monstre. Voilà. Et l'archer Scoia'tael, le bandit, les mages, les ghouls, les guenaudes, les noyeurs, les fantômes, tout ça rappellera énormément de choses à tous ceux qui jouent aux jeux vidéo, évidemment. Le spectre de midi, les loups et les wargs, les loups-garous, les griffons, les sirènes, les aracas, les andriags. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de monstres. Alors, des monstres particuliers, des monstres originaux, ce qui font un peu la force et la richesse de The Witcher, les fielons, les neckers, les trolls de pierre, les wyverns, les katakans. Bon, après, vous avez des petits trucs pour les chats, oiseaux, serpents, chiens, bœufs, destriers, pour tous ceux qu'on a besoin de plus. Et là, c'est bonne nuit à tous. Historique à lire et retrevoir, c'est Donjons Dragons là. Alors, bonne nuit, je parle de Donjons Dragons, les anciens. Bonne nuit à tous, c'est un scénario, donc je vais passer assez vite. Un scénario voilà, vous voyez que c'est un scénario très court, pour vous permettre de vous lancer dans le truc. Voilà, les plans. Donc je vais passer assez vite. La feuille de personnage. Voilà. Les signes, la vocation.
Ah, vous avez on parle de Cody Pondsmith, de Liza Pondsmith, et puis bon, évidemment, voilà. Voilà pour ce feuilletage express de The Witcher. Alors moi, ce que j'en pense, c'est que c'est vrai qu'il faut vraiment que vous aimiez les règles un petit peu, que vos joueurs plutôt, que vous aimiez les règles un petit peu détaillées. On n'est pas vraiment dans le narratif, hein. On est dans une sorte de, je dirais, de portage du jeu vidéo dans un jeu de rôle. Donc ce jeu vidéo que moi j'adore, hein, que j'ai beaucoup joué à The Witcher, mais où il y a beaucoup d'optimisation, on essaie de faire grimper nos... Bah là c'est un petit peu pareil. Pour ceux qui aiment les jeux où on doit optimiser son personnage, ils vont beaucoup apprécier, voilà. Donc au niveau par contre de tout ce qui est découverte, au niveau de la qualité du produit et tout, il n'y a rien à dire, hein, c'est vraiment un super produit. Hein. Voilà, donc c'est à vous de voir si ce produit vous convient ou pas en fonction du système. Par contre, évidemment, vous pouvez toujours récupérer le système, l'univers, le setting pour jouer avec vos propres règles, mais là il y a du boulot parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont à l'intérieur du jeu. Voilà. C'est tout pour cette petite présentation de The Witcher, le jeu de rôle officiel du livre de base. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en dessous, à la partager avec vos amis, et si ce n'est pas encore déjà fait, à vous abonner à la chaîne GPTV. Merci, à bientôt.